coup, le mythe de la bière après l'entraînement, après le match. Alors, pourquoi tu dis le match? Fais-tu référence à un sport avec un ballon Parce ovale? que, voilà, moi, c'est dans la culture de boire une bière après, mais directement après le match. On Genre, va passer par la gourde. ouais. Bah moi après, sans passer par la gourde. Si tu passes par la gourde, t'es viré, Tu as la récupération, les foutus. week-end prochain tu joues pas. bienvenue sur le podcast numéro 9 d'Excuse My French. Aujourd'hui, on va parler de alcool, drogue et sexe et leurs effets sur l'entraînement. N'oubliez pas que nous avons aussi la prog Excuse My Plan. Les Open commencent d'ici 2 semaines. 2 semaines. Les Open commencent dans 2 semaines. Du coup, on a un changement de cycle sur la programmation Excuse My Plan. On va avoir le système des 2 voies qui va se mettre en place. Une voie pour ceux qui font les Open à fond, une voie pour ceux qui font juste les voies d'une fois. Nous avons aussi des places disponibles en coaching individualisé. N'hésitez pas à aller voir sur notre site excusemyfrenchtraining.com et puis sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et aussi abonnez-vous à la chaîne. Théo. Parfait. Du coup, sur ce podcast, on va partir en gros un petit peu des questions, des prénotions, un petit peu des mythes par rapport au cannabis, à l'alcool sur le système. Pourquoi, des mythes comme quoi les fumées ça encrasse les poumons par exemple, le cannabis ça empêche de se concentrer à l'entraînement et tout ça, ou même l'alcool ralentit la prise de masse. Et puis on va essayer de voir un peu. Ouais, on sait que ça coupe les jambes. Et puis aussi, on va Non mais c'est vrai, pas se cacher, c'est un sujet pas tabou, mais disons dans occulté le monde du sport, dans le on monde ne du peut pas en sport. parler. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, quand on a fait les recherches avec Jules, Ouais, c'était assez compliqué. c'est des champs il n'y a pas énormément d'études. Et puis même les scientifiques qui étudient le sujet, ils avouent eux-mêmes qu'il y a un gros manque d'études et que du coup c'est... Bah après quand même, dans les pays anglophones et tout, sur le cannabis tu vois. Il y en a plus, mais Il y en a ça plus. reste un marché assez nouveau. Ouais, c'est sûr que vu que c'est resté illégal pendant tant d'années, C'est ça. c'est pas trop de recherche compliqué de là-dessus. faire des études. Bah sur les études, genre à partir de 2017, il y en a Ouais. genre 300 par an tu vois, Mhm. qui sortent. Du coup en gros ça veut dire que c'était mené genre en 2015-2014 D'accord. tu vois. Et du coup bah là ça fait que en gros 3-4 ans que ça commence à sortir tu vois. Ouais, ok. Mm. Donc, Les- on va, les ouais, alimentaires donc, on va commencer par ça. Déjà, est-ce que vous pouvez, en des termes assez simples, résumer grossièrement les effets du cannabis et de l'alcool sur le système? D'abord le Quel- cannabis. On Ouais, fait d'abord le cannabis. Ok. Quels effets ça engendre? Pourquoi on se sent défoncé? Mm. Quels Tu veux répondre effets hein secondaires? Vas-y. Tu veux que je commence Vas-y. Déjà, il faut savoir que le cannabis, dans la famille du cannabis, il y a 2 plantes. La marijuana et le chanvre, d'accord. Ils sont un peu différents, c'est les 2 familles qu'il y a dans le cannabis. Et disons que la marijuana, c'est celui avec lequel on fait le THC, c'est celui qui produit le plus de THC. Et justement, qu'est-ce que le THC? Donc dans le cannabis en général, il y a 2 molécules connues. Le THC, c'est celui qui a l'effet C'est celle qu'on psychotrope. retrouve le plus. Voilà, c'est celui qu'on retrouve le Parce que plus. sinon il y a 500 substances donc. Oui, voilà, mais en gros, les 2 J'imagine plus qu'il y en a pas importantes. deux. Oui, voilà, les 2 plus importantes à l'heure actuelle, c'est le CBD et le THC. Et le THC, c'est la molécule psychotrope. Donc, c'est la molécule qui fait que tu planes quand tu consommes du cannabis. Et ensuite, on a le CBD, qui est la molécule qui s'occupe plus on va dire, des bienfaits médicinaux quand on utilise le cannabis. Donc, ça a un effet sur l'appétit, l'anxiété, le sommeil, les inflammations, c'est anti-inflammatoire, etc. Chaque molécule a ses bons côtés et mauvais côtés, c'est-à-dire que par exemple le THC, les bons côtés c'est que ça stimule la créativité, ça repousse un petit peu son imagination et ses structures de pensée, et du coup c'est pour ça que c'est utilisé pas mal par les artistes et autres professions artistiques. Ouais mais après ça par exemple j'en avais parlé avec un artiste. Mm. Et il me disait qu'au début il croyait que ça lui faisait ça, mais à Mm. la fin ça le détruisait plus, ça Oui. détruisait plus ses idées que ce que ça lui faisait créer des trucs. D'accord. Mais est-ce que parce qu'il était devenu un peu dépendant? Ah oui bah ouais, c'est un truc où tu Mm. deviens dépendant et que tu crois que ça va marcher et au final au début tu crois que ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte de la créativité, du coup tu consommes et ça te détruit plus qu'autre Tu chose. t'arrives plus à bosser au bout d'un moment. Ouais voilà, Ouais. Bah, après tu deviens Après il a développé une certaine... tu deviens un escargot un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. après il a développé je pense une certaine Dépendance, ouais, ouais. dépendance qui fait que ça a biaisé un peu Et après quand sa prise normale. ouais. Et là après il arrivait plus à faire tout ce qu'il voulait au niveau artistique et Mhm. tout, et dès qu'il a arrêté, hop, il a retrouvé, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, du coup on peut le rentrer dans les mauvais côtés. Donc les THC, les bons côtés c'est que ça stimule la créativité, ça repousse un peu les structures de pensée, etc. Et Ça limite la concentration du coup. ça peut l'augmenter.
Ah. Ça peut l'augmenter parce que, en gros, quand tu consommes du THC, et que l'effet psychotrope, en fait, il est assez spécial dans le sens où, disons que toutes les barrières sociales et les structures sociales, c'est-à-dire comment on appelle ça déjà, mais on va dire ce qui régule notre comportement, eh ben, c'est un peu repoussé, du coup. Comme avec de l'alcool, quoi. Ouais, mais d'une manière différente. Ok. Mais c'est reconnu pour être un booster de créativité, mais ça peut créer des dépendances donc, et des accoutumances, donc ça c'est le mauvais côté. Après le CBD, c'est bon côté, c'est comme je disais tout à l'heure, ça peut être ça fait des études qui montrent que ça baisse l'anxiété, l'amélioration du sommeil, et aussi ça peut être utilisé comme anti-inflammatoire. Après, moi j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plusieurs autres effets. Parce que là, on a parlé des effets immédiats en gros. Mais après, par exemple, s'il y a une consommation régulière, mais de THC, parce qu'après, maintenant il y a le CBD, tu vois, mais juste le THC, en plus du CBD et tout, en gros, tu fumes, ou tu le prends sous d'autres formes. En gros, ça va avoir des effets sur ta concentration, donc ça, on en a parlé. Après, il y a eu des études qui ont parlé des effets au niveau de la production de testostérone. Ouais. En gros, au niveau de la production de testostérone, ils ont fait sur des animaux. Donc, sur les animaux, il y a un gros effet au niveau de la production de testostérone, il y a une grosse diminution. Donc, quand par exemple, tu en cycles. Après, sur les humains. Attendez, je vais le reprendre. En gros, sur les animaux. En gros, sur les animaux, il y a un effet important du THC sur leur production de testostérone. Et sur les êtres, sur nous, les humains, il y a un effet, mais il est beaucoup moindre que chez les animaux. Okay. Donc ça, c'est toujours des diminutions. Ouais, il y a toujours il y a quand même des diminutions. Ça a à voir avec les quantités gérées ou c'est juste que ça... Bah après oui, après l'étude, ça c'est un défaut de l'étude par exemple. Il met, genre en gros, il m'est donné la même dose que ce soit un rat qui fait 500 grammes qu'un mec qui fait 90 bombes, tu vois. Donc les effets forcément sont pas les mêmes. Ouais, c'est pas très intelligent. Ouais, mais après tu vois, les études, il y a toujours, c'était une vieille étude, elle datait de 1980. Ouais. Donc, déjà pour l'époque, c'était quelque chose de pionnier faire des études sur le THC, je pense. Et en gros, sur les humains, il y a, d'après la conclusion, il y a moins d'effets. Mais en gros, si du coup il y a moins de production de testo, t'as moins d'hypertrophie et tout, donc ça prend en compte. Oui, voilà, il faut savoir que la testostérone ça régule l'hypertrophie, la force. Puis... Je sais pas si vous avez déjà entendu cette légende comme quoi Arnold il prenait il se gazait. Ah non. Ouais, il se gazait et tout pour soi-disant parce que ça synthétisait mieux. Au niveau de la synthèse protéique, c'était mieux ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais, c'est pas juste parce qu'il aimait se gazer. Non, il aimait juste des Je pense vraiment qu'il y avait une raison derrière. Enfin, qu'il pensait qu'il y avait un truc. Ouais, et aussi, je sais pas. Mais après aussi, il y a du coup la testo, les hormones de croissance. Et donc, c'est aussi un effet sur la production d'hormones de croissance. Dans l'étude, il y avait aussi l'hormone de croissance? Ok. Et voilà. Et du coup, je rebondis. Après aussi, il y a sur le métabolisme. T'as un effet sur le métabolisme. En gros, le fait de fumer, de consommer du THC, ça va te faire au niveau de ton métabolisme le ralentir. Donc, tu auras à prendre du poids, du gras. Tu auras plus de facilité. Ça, c'est fumant en général, il me semble. Ça, j'ai vu que. Sur le tabac aussi, ça. C'est sur le tabac aussi, il me semble. De la régulation du métabolisme, ça a un effet un peu, il me semble. Okay. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais. Moi, je sais que j'ai vu que le cannabis, quand j'ai fait mes recherches, que ce soit le CBD ou le CBDV, c'est une autre molécule, ça aidait à la régulation du taux de glucose dans le sang. Mais donc, comme ça, c'est un effet sur le métabolisme. Après aussi, ça va avoir un effet sur le transport en oxygène. Parce que. Vas-y, je te. Oui, alors, tu parles du tabac ? En gros, ça va réduire comment dire, la circulation sanguine. Le fait de fumer du cannabis, parce que ça va agir sur tes neurotransmetteurs, donc système sympathique. Non, parasympathique. Merde. Ça, je bug. En gros, ça va ralentir en gros ton corps. Et donc, la circulation sanguine va réduire. Et tu auras donc moins la capacité à aller fournir ton muscle en oxygène. Donc aussi, c'est un effet du THC. Ok, oui. D'accord. Parce que tu as un effet sur le neurotransmetteur et tout. D'accord. Après, le CBD, tu voulais poser la question? Non, je voulais revenir sur un autre truc.
Du coup, il y a des études qui montrent que le cannabis ça aide vraiment à mieux dormir ou c'est une Alors oui. conception générale? Alors, Pas le Et cannabis. du coup, mieux dormir, ok, mais est-ce que mieux récupérer? Alors- Est-ce qu'on atteint des cycles de sommeil plus profonds? je vais t'en parler. Déjà, il y a eu des études sur le sommeil avec THC et CBD et avec CBD uniquement. Ouais. D'accord? Les études sur le THC, alors les sujets disaient que ils dormaient aussi bien qu'avec uniquement le CBD. Ok. En gros, les effets sur le sommeil étaient les mêmes sur le groupe contrôle et sur le groupe avec THC. Le groupe contrôle avec le CBD. Et ceux qui avaient le THC en plus sentaient par contre que le lendemain au réveil, ils avaient pas une gueule de bois, mais ils étaient dans Ouais. un mood un peu mou. Ok. D'accord, ils avaient l'impression d'être plus mou et d'avoir du mal à tout simplement se mettre en route et avoir de l'énergie dans leur journée. Tandis que donc ça, je pense, c'est un peu des restes de l'effet psychotrope du THC. Alors que CBD uniquement, il y avait clairement une réduction de l'anxiété et du coup une amélioration du sommeil parce que les taux de cortisol étaient plus bas. Donc en gros, les personnes qui sont insomniaques, elles ont souvent à l'heure d'aller se coucher le soir des taux de cortisol très hauts. Et le cortisol, c'est l'hormone du catabolisme, c'est celle qui te fait brûler le sucre musculaire dans le sang, c'est celle qui te fait augmenter le rythme cardiaque, la ventilation, etc. Du coup, si cette hormone elle est haute avant d'aller te coucher, c'est pas très bon. Ouais. Le CBD a montré que les taux de cortisol des personnes qui prenaient uniquement du CBD sans THC avaient un taux de cortisol plus bas à l'heure de se coucher, du coup, des meilleurs cycles de sommeil. Ok. Donc après, si on fait une déduction hypothétique, on sait, scientifiquement, c'est prouvé que les heures de sommeil ont directement une causalité sur le taux de blessure et la récupération. Ouais. Donc forcément, si tu arrives à plus dormir parce que ton anxiété est réduite, tu peux avoir plus de sommeil et une meilleure récupération. Mais il n'y avait pas d'études plus poussées sur les cycles de sommeil. Est-ce qu'il restait plus souvent sommeil léger, sommeil profond? Alors, il y avait Est-ce que la qualité de leur sommeil était... cette étude-là montrait du coup que le rythme cardiaque au repos était plus bas. Ouais. Et aussi, le temps de latence pour s'endormir était beaucoup plus réduit. Ok, donc le Donc, CBD... s'endormait plus vite. Ok, ouais. Donc c'est bien pour récupérer, pour Voilà. passer les bonnes nuits. Alors après, vas-y, je te laisse poser des questions. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, du coup, moi j'avais par rapport au CBD, on voit beaucoup d'athlètes sponsorisés qui en utilisent, bon, déjà par voie, enfin, qui ingèrent du CBD pour mieux dormir et tout ça, mais aussi qui s'en mettent sur les muscles, sur les articulations, et qui disent que ça aide à mieux récupérer, et ils en mettent à la fois pendant leur entraînement, à l'échauffement, mais aussi après, le soir, pour mieux récupérer, en massant et tout ça. Est-ce qu'il y a une vérité derrière ça, ou c'est juste pour vendre un produit? Il y a une vérité quand même. Il y a une part de vérité. Déjà, il y a plusieurs manières de consommer du CBD dans un but de récupération, de baisse de l'anxiété ou de meilleur sommeil. Il y a la forme qui commence à être à la mode en France, c'est l'huile de CBD. Donc il y a des grosses marques là qui sponsorisent des athlètes de CrossFit et d'autres athlètes d'ailleurs. Donc en fait là c'est une prise d'huile sublinguinale, donc tu le mets sous la langue, tu attends un peu, après tu avales. Donc ça a ses côtés positifs et négatifs comme chaque méthode. Les côtés positifs c'est que tu n'as pas à inhaler ou à fumer quelque chose et tu n'as pas de congestion pulmonaire. C'est directement une prise orale, donc c'est safe complètement. Par contre, ça passe par le foie, vu que tu l'ingères, il y a une ingestion, une digestion, etc. Du coup, si tu prends, imaginons, je sais pas, je vais te dire 1 millilitre pour avoir 30 mg de CBD, eh ben, avec l'ingestion par le foie, etc., tu vas te retrouver à beaucoup moins de 30 mg. Et ça varie en fonction des personnes. Tu as des personnes, ils n'ont pas le même métabolisme au niveau du foie que d'autres. Du coup, tu peux avoir des personnes avec une prise de 30 mg, mais il y en a, ils vont se retrouver avec... c'est très dur à mesurer, mais dans le sang, avec beaucoup moins, avec 30% de moins ou 50% de moins, et d'autres, ils vont garder presque tout. Donc ça, c'est le côté mauvais, on va dire, de la prise orale. Après, tu as en fumant ou en vaporisant. Donc fumer, comme on fume un joint, comme on fume un joint de bœuf, mais c'est juste uniquement du CBD, c'est une fleur de CBD. C'est des têtes, comme la tête d'herbe, mais c'est sans THC. On ne le fume pas comme un pétard normal, quoi. Si, il y a des entreprises de CBD qui font des joints pré-roulés de CBD et tu les fumes avant d'aller te coucher. Ou alors... ouais, c'est vrai. C'est ouf. Et des entreprises suisses, hein, parce qu'en France, ça n'existe pas encore. Alors justement, la législation, en France, maintenant en Europe, c'est légal depuis 1 an. En France, jusqu'en novembre, tu avais le droit d'en vendre, mais tu n'avais pas le droit d'en faire pousser. Ouais. Maintenant, tu as le droit d'en faire pousser. J'avais discuté avec Lilian, qui est agriculteur, et il m'expliquait que maintenant, on avait le droit de le faire pousser depuis novembre. Et c'est lui, en gros, qui a rappelé la France à l'ordre parce que l'Union Européenne l'avait autorisé. Du coup, tu as en fumant ou en vaporisant. Donc, le problème de fumer, c'est que tu as des dépôts de goudron. Comme avec la cigarette,
l'effet de combustion de la fumée, tu as du goudron qui se dépose dans tes poumons et tu peux avoir des congestions des alvéoles, etc. Donc ça c'est le mauvais côté de fumer. Une solution, ça peut être la vaporisation. Donc les vaporisateurs, là comme j'ai moi, il est où d'ailleurs? Ah ben il est là-bas, attends. Donc là, vaporisateur, ça c'est un vaporisateur portable, vous achetez ça sur des sites de vaporisateurs. Vaporisateur à herbe, vous tapez sur Google. Ça c'est un portable, ça coûte 80€. Vous achetez vos fleurs de CBD, vous mettez dedans, vous faites chauffer, vous l'inhalez. C'est un peu... Ça réduit, du coup, t'as plus aucun dépôt et plus aucun... En gros, j'ai vu des études canadiennes qui montrent, parce qu'au Canada c'est légal, qui montrent que l'effet de vaporiser c'est par induction. Et du coup, l'effet sur les poumons est 100 fois plus réduit. Il n'y a pas de goudron, voilà, il n'y a pas de dépôt de goudron, etc. Ni de CO2. Donc c'est une bonne chose. Donc ça peut être une solution. Et en plus, en fumant ou en inhalant, ça va directement dans le sang comparé à l'huile. Donc en gros, ça passe pas par le foie. Et si tu prends un demi-gramme et que tu as 8% de CBD dedans, ben, tu vas avoir à peu près 50 mg et tu vas en avoir plus que dans l'huile. D'accord. Donc c'est vraiment la meilleure manière de consommer. Pour moi, je pense que c'est la meilleure manière. Ouais. Après, si vous voulez pas prendre le risque de vous congestionner les poumons, ou vous voulez pas inhaler, ou vous voulez pas acheter ça, achetez l'huile. Mais voilà. Et on avait aussi discuté d'une étude, je sais pas si tu te rappelles, sur en gros ils avaient pris des sujets. Il y en avait qui fumaient genre 2 pétards par semaine et il y en avait 20 pétards par mois. C'était 6 pétards par mois et 25 par mois. Et 25 par mois. T'avais un groupe qui fumait 6 pétards par mois et un groupe qui fumait 25. Et le groupe qui fumait 6 pétards par mois, ils avaient rien comparé à des gens qui fumaient pas du tout. C'est-à-dire rien. Bah, ils avaient pas d'effet sur le poumon. Ah ok, d'accord. En gros, toi tu fumes pas, moi je veux fumer, j'en fume que 6. Et toi t'as aucun effet, moi ça me fait comme toi en gros. Ok, d'accord. Voilà, alors que 25 t'es détruit. Alors que ceux qui avaient 25 par mois, ils avaient des dégradations Mais parce que les poumons ont le temps de récupérer en fait, avec 6 joints par mois, alors que 25 par mois, ils n'ont pas le temps de T'as récupérer. pas de dépôt suffisant. Bah après, je pense que c'est une règle qu'on fait en médecine, il y a une règle qui dit que plus la quantité est grande, plus les effets sont grands. Donc je pense que ça a à voir avec ça. Ouais. Clairement, c'est comme les études sur la Mais pollution. c'est bizarre, par exemple, pour le groupe qui fume que 6 pétards, normalement, logiquement, on penserait qu'il y aurait un minimum. Alors que là, s'il n'y a pas du tout, ça veut dire que les poumons sont quand même dégradés, mais ils ont la capacité et le temps de récupérer, comparé à ceux qui en fument 25. Ou la quantité n'est pas suffisante pour créer une dégradation. Oui, où ça Après, c'était des études, là, il y a beaucoup d'études sur CBD, sur le tabagisme, bon, je vais en parler tout à l'heure, qui sont faites sur des sédentaires. Là, cette étude-là, elle avait l'avantage d'être faite sur des sportifs. Donc, du coup, ça me permet de voir. En gros, on entend souvent que fumer, ça encrasse les poumons. Les gens qui fument, ils disent moi, je peux pas courir, j'ai mal à la gorge et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment prouvé que ça encrasse les voies respiratoires? Ils ont fait, quand ils ont fait des autopsies, ouais, il suffit de regarder des autopsies. Il faut regarder une autopsie et quand tu regardes le poumon d'un mec, tu prends par exemple un mec comme mon père, il a fumé pendant 50 ans. Si le jour où on va lui faire une autopsie, tu vois, et ben il aura les poumons, ce sera deux blocs noirs. Tu vois. Les poumons goudron, quoi. Ouais, des poumons goudron, tu vois. Alors qu'un mec qui a il a jamais fumé de sa vie, quoi. Enfin, il a fumé quoi, rien dans sa vie. Il aura des poumons propres, tu vois. Sans dépôt. Sans dépôt. Et au niveau de la trachée, c'est pareil. Au niveau tout ce qui est organes. Ouais, après, c'est la règle de plus tu passes d'années à fumer et plus tu as des effets délétères, évidemment. Hein. C'est une règle en médecine, quoi. C'est quoi? C'est qu'en fait, les capteurs, enfin ce qui transmet en gros l'air qu'on quand même, ces capteurs-là sont. Quand tu vois quelqu'un fumer, la fumée, déjà à l'odeur, et quand tu vois qu'il y a du dépôt. C'est pas de l'air comme. C'est pas de l'O2 ou un air que tu as besoin pour au niveau des échanges gazeux dans ton corps. Et c'est un truc, ça, c'est comme un filtre, tes poumons au niveau des alvéoles. Et en fait, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple, je sais pas, d'un chinois en cuisine. Et ben en gros, tu vas mettre ton truc, genre tes pâtes avec l'eau. Et ben les pâtes, c'est le goudron et tout. Et l'eau, ça va être l'air, tu vois. Le bon air que tu as besoin pour respirer. C'est une belle métaphore, cette. Je sais pas où tu allais chercher. Je sais pas. En gros, la combustion, la combustion, ça crée du goudron. Et il va venir se déposer en fait au moment des échanges gazeux.
il va venir se déposer sur les cellules du poumon, tout simplement. Non, mais c'est ça. Et dans quelle proportion? Est-ce que des gens qui fument les week-ends ont vraiment un effet sur leur semaine d'entraînement, par exemple, ou fument un soir par semaine, ont vraiment des effets, ou c'est plus mental Ça dépend la quantité toujours. Bah après, moi perso, je connais très peu de personnes qui arrivent à fumer qu'une fois par semaine. En général, la cigarette, il y a la nicotine qui est très addictif psychologiquement, et en général, quand on fume souvent. C'est ça en fait aussi le mauvais côté du tabagisme. Ouais. Je sais pas si vous connaissez des gens qui fument qu'une fois par semaine, mais... Ouais, t'as les fumeurs En occasionnels soirée. du week-end, quoi. Ouais. Mais eux, c'est des gens très bizarres. On les fréquente pas. On les fréquente. Non, mais il n'y a pas assez de littérature sur ça, je pense. Moi, j'ai pas trouvé sur juste les fumeurs une fois par semaine. Par contre, ce que j'ai trouvé, il y avait des études de l'US Army et d'une association de cardiologie donc, qui montraient que les fumeurs, donc là c'est sur les efforts physiques, hein, les fumeurs, donc on a Jules, on connaît la formule, je sais pas si toi tu connais Théo, mais la formule pour prédire la fréquence cardiaque maximale d'un individu, tu prends 220 Oui, et tu soustrais à son âge. Voilà. Donc on a pris des non-fumeurs et des fumeurs, on a pris cette formule pour prédire leur rythme cardiaque maximal et on leur a fait faire un test d'effort et 70% des fumeurs n'atteignaient pas leur rythme cardiaque prévu. Comparé à combien Comparé aux non-fumeurs qui, eux, l'atteignaient quasi à 90%, Ah ouais, d'accord, ok. alors que 70% des non-fumeurs n'atteignaient pas. Mm. Ça veut dire qu'il n'y avait que 30% qui atteignaient leur rythme cardiaque prévu. Donc, en gros, ça serait un effet de la nicotine, d'accord, sur des récepteurs sympatho-adrénales qui font monter le rythme cardiaque en fait, au moment où il y a une demande métabolique. Et donc, la nicotine entraverait ce mécanisme. Voilà. Après, ça c'est une étude qui a été faite sur des sédentaires. Après, il y a une étude de l'US Army sur des militaires qui montrait qu'entre les fumeurs et les non-fumeurs, il n'y avait pas de changement de VO2 max, mais le problème c'est que la VO2 max c'est un peu... je sais pas si c'est un bon marqueur parce que c'est très déterminé par la génétique. Enfin, en tout cas, c'était très peu entraînable. Ensuite, alors il y a une étude qui a montré que fumer dans les 5 heures précédentes Mais par contre, le truc de la VO2 max, il y en a. Je pense qu'ils pensent que c'est un facteur qui est vraiment entraînable. On donnera l'étude qui prouve que c'est à 50% entraînable et à plus de, non, c'est moins de 50% entraînable et à plus de 50% c'est de la génétique. Okay. Parce qu'en gros, il y en a, ils vont dire non, c'est entraînable, la génétique, machin. Tu sais, les phrases toutes faites un peu américanisées, tu vois. No pain, no gain. No pain, no gain, tu vois. Alors que non, pas du tout. No training, no VO2 max. Voilà, tu vois. Non, oui. Là, on pourra faire un podcast sur ça, sur les filières énergétiques et sur les mythes. C'est vrai. Mais oui, en gros, la VO2 max, c'est... Maintenant, on le sait, c'est très déterminé génétiquement et c'est très peu entraînable. C'est d'autres facteurs qui sont entraînables comme sur la potentiel aérobie. Et les facteurs de force aussi, par exemple. Il n'y a pas eu d'études encore sur ça. Mais mon prof à la fac, il nous a dit, en gros, c'est à plus de 80% génétique la force. Ensuite, le tabac, ce que je disais, c'est qu'ils ont fait une étude où ils ont pris que des fumeurs. Ils les ont fait fumer, ils ont des tests aérobie, de capacité aérobie. Un groupe, il devait fumer 5 heures avant l'effort, dans un intervalle de 5 heures avant l'effort. Et un groupe s'abstinait 5 heures avant l'effort. C'est-à-dire que 5 heures avant l'effort, ils ne fumaient rien. Ouais. Ceux qui fumaient dans l'intervalle de 5 heures avant l'effort s'arrêtaient plus vite. Et ils ont trouvé qu'en fait, le fait de fumer, en gros, tu as plus de CO2 sanguin. Ouais. Puisque la combustion, ça crée aussi du CO2. Et du coup, l'utilisation d'oxygène au niveau local est entravée. D'accord. Et le transport d'oxygène aussi, vu qu'il y a plus de CO2, c'est vasodilatateur, le CO2 aussi, ça prend des globules rouges, etc. Du coup, si vous fumez 5 heures avant votre séance, ouais, c'est pas top. Déjà, fumez pas, c'est mieux, je pense. Ouais, je pense. On va passer un peu sur l'alcool. Est-ce que l'alcool diminue vraiment la capacité de récupération? Ça, c'est pour Jules. Et dans quelle modalité? Comment ça? Mais c'est toi qui as fait les recherches. Bah toi aussi, hein. Je ne sous-entends rien d'autre. Non, bah après, bon. Ça vous regarde pas ce que je fais de mes week-ends. Non, bah oui, c'est un... Bah, déjà, par tous ici, on a déjà pris une cuite. On peut dire qu'au niveau de la récupération, ça a un effet. Moi, je veux dire, quand je dis capacité de récupération, c'est pas uniquement les soirs de grosses soirées, parce que ça,
tout le monde s'en doute, c'est sûr, mais est-ce que de l'alcool, une bière, tu vois, Alors, le on soir, mettra, ou deux, un verre genre, de vin. ouais, sur le montage, tu mettras la petite infographie de Yann Lemeur, Ouais. celle-ci là. En gros, c'est un truc que j'ai basé mes recherches dessus, parce qu'il y a les références et tout. Et à partir de ces études, ils ont prouvé qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un impact sur la récupération et donc sur la performance. Genre par exemple, un adulte consomme en moyenne 4,3 litres d'alcool sur chaque année, d'alcool pur. Donc ça c'est la moyenne française ou... C'est une moyenne la moyenne, mondiale. Il me semble que c'est mondial. Mondial. Ça doit être mené Ouais, ça doit par être rapport au pays où oui. l'étude a été menée. Oui, oui. européen, je pense. Mais du coup, ils ont fait par rapport. Ok. Ils ont dit que c'était mondial. Mais bon. Ok. Après, bon, déjà 4,3 litres d'alcool pur, ça fait quand même. Ça fait à peu près 12 bouteilles de rhum. C'est ça en plus. Donc, Ouais. faut quand même y aller quoi. Mais je c'est vrai que pense, c'est intéressant de voir le marqueur parce qu'ils disent Ouais. 4,3 litres d'alcool par an. c'est en pas très moyenne. parlant comme ça. Ouais, parce que 4 litres de bière par rapport à 4 litres de Oui, rhum, oui, c'est ça. parce Ouais, qu'ils ouais. mesurent que l'éthanol. Ouais. Du coup, ça fait 12 litres et en gros, ça fait en bière, ça fait 64 litres à peu Ouais. près. Du coup, ça donne plus une idée de Ça ce qui fait est... un fût. Le fût, les vrais tonneaux. Ça fait un fût, tu vois. Ça donne plus une idée de ce qui est consommé dans les pays occidentaux, je pense, parce Ouais. que les Ouais, pays ouais. occidentaux, que vraiment ce que consomme chaque personne. Mais bon, c'est intéressant. Et du coup, Donc après, ils ont prouvé aussi que ça compromettait les défenses immunitaires. Donc c'est-à-dire que plus tu consommes de l'alcool régulièrement, plus ton système immunitaire est faible, plus tu vas avoir la capacité à tomber malade, tout simplement. Ok. Tu vois. En Covid, Ben, même quand t'es athlète, si tu tombes Oui. malade, Ouais. c'est Oui, chaud oui. de s'entraîner, quoi. c'est chaud de s'entraîner, mais bon, même la période actuelle, tu vois, Oui. bon, ils disent qu'il faut avoir un système immunitaire propre. Chacun sa vision de la situation. mais ok, vas-y. ouais, bref. Si tu commences à parler de Covid, tu sais, quand tu mets la vidéo sur YouTube, ça met l'information sur Covid, Information Covid. gouvernement. Bah, arrêtez, genre quand on dira ce mot-là, Covid, et ben tu mettras des... Parce que l'alerte, c'est un truc. tu le biperas parce que sinon il va y avoir la pub et ça va faire chier tout le monde. Du coup, Après, aussi c'est un effet c'est un effet diurétique. oui. Ça va stimuler les hormones diurétiques l'alcool. C'est-à-dire Donc en gros, tu vas envie de pisser. Du coup, c'est déshydratant. Ouais, c'est déshydratant. Alors quand on dit la bière ça fait pisser, c'est pas la bière qui fait pisser, c'est l'alcool. C'est l'alcool qui a dans cet éthanol. Ouais, je dis pisser comme ça moi. Pas grave. On se lâche. Bon voilà, en gros, le mythe, c'est la bière qui fait pisser. Non, ce n'est pas la bière qui fait pisser. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Donc ça entraîne une déshydratation. Et un sportif qui est déshydraté, qu'est-ce qui va se passer au niveau des blessures? Il est vraiment exposé. Et puis il y a une perte de 20% de performance aussi. Aussi, voilà. Donc en gros, il y a des études en sciences du sport qui montrent qu'une déshydratation de 3% entraîne 20% de perte de performance. D'accord. Du coup, par déduction, si l'alcool ça déshydrate, Ouais. voilà. Ok. Ouais. Bah après 3% sur un mec qui fait 90 kg, ça fait 2,5 litres. Non, ou alors c'est 1%. Je Non, sais plus exactement. Non, si. C'était Mais 3%. il faudra qu'on regarde dans Ouais. nos cours. Mais déshydratation de 3%, ça veut pas dire 3% de sa masse. Non, ouais, c'est 3% de sa masse en eau. Voilà, Oui, voilà. je crois. Oui, c'est 3% de sa masse en eau. Ouais, bah, c'est déjà beaucoup. Ouais, Oui, c'est beaucoup. C'est 2 litres quoi. Sur un mec qui Ouais, fait mais 100 sur une grammes. soirée où tu bois quelques bières, ça va vite, hein. Ouais. Après, plus tu bois aussi. Oui, plus tu te déshydrates. Et du coup, le mythe de la bière après l'entraînement, après le match. Alors, Ah, pourquoi tu dis le match? Fais-tu référence à un sport avec un ballon Parce ovale? que, voilà, moi c'est dans la culture de boire une bière après, mais directement après le match. Genre, On va passer par la gourde. ouais. bah moi après, sans passer par la gourde. Si tu passes par la gourde, t'es viré. La récupération, elle est foutue. Week-end prochain, tu joues pas. Non, mais c'est vrai, il y avait ce mythe-là par rapport au houblon, à ce qu'ils mettent dans la bière, dans les bonnes bières, que ça pouvait aider à la récupération quand on le buvait directement après. Pas en grosse quantité, mais une bière. C'est ou des la calories moitié d'une vides bière. en plus. ouais, moi j'ai La pas bière, trouvé ça. J'ai pas Ok. trouvé cette étude justement. Donc c'est un Donc je mythe. pense que c'est un mythe. Oui, ouais. Y a aucune étude qui va prouver, mais vraiment aucune, hein, zéro. Ou alors une étude financée par des fabricants de bière. Tu sais, le lobby de la bière. C'est Bah, pas sportif. Pareil de Ken, tu vois. Mais non, c'est plus un mythe. C'est plus un mythe. Ouais, bah après, si Il tu y a prends l'aspect social. l'aspect du sport collectif.
Ouais. Bon, si t'es un mec qui fait du ping-pong, bon, tu vas boire ta bière tout seul, bon. Ah, mais, par contre, moi je m'y connais pas trop dans le milieu du ping-pong s'ils boivent des bières. Après, mais autant ils boivent des bières, hein. Bon, après le ping-pong, bon, Il y a pas trop de licenciés, franchement. il y en a pas assez pour ça. Ouais, du coup, il y a l'aspect social. Il y a l'aspect social. Ouais, toujours. C'est un aspect où, quand même, tu fais du rugby, t'as besoin d'être soudé sur un terrain. du sport d'une manière générale. Ouais, un sport collectif, t'as besoin d'être soudé. C'est un truc où tu te retrouves tout autour où toute l'équipe va se retrouver autour de quelque chose. Ouais. Et ça crée un esprit de groupe. Et ça peut augmenter un esprit de groupe solide, ça peut augmenter la performance dans les sports collectifs. Ça, c'est prouvé en psychologie. Donc voilà, après, est-ce qu'à côté, il y avait vraiment une réalité derrière? Au niveau physiologique, il y mais, a mais on peut après, penser à ça en tant bien que. tout ça. Enfin, je veux dire, parce que souvent on est là à se dire, en tout cas dans le monde du crossfit, c'est culturel de se dire l'alcool c'est pas bien ou faire ça c'est pas bien. Parce qu'il y a ce côté bien-être, Oui, voilà. sport bien-être à côté, qu'il n'y a pas forcément dans le rugby Oui. ou dans les sports co. Mais faut se dire aussi que si par exemple ça vous fait vous sentir mieux de boire juste une bière avec les potes après le vote du samedi ou après le match de rugby et que ça vous fait vous sentir mieux, eh ben, peut-être qu'indirectement ça peut avoir un impact positif. Si c'est modéré évidemment. C'est un petit peu la récompense à la fin de l'effort. Ouais, bien sûr. Après, Parce que c'est l'aspect social dans l'entraînement, c'est quand même important. Là, tu disais, le cohésion de groupe, ça a augmenté la performance en rugby. Mais même pour un sport individuel, si tu te sens bien dans ta vie. Après, le rugbyman, c'est pas le bon exemple, parce qu'on va dire que la modération, c'est pas. c'est pas leur fort. C'est un cliché. Non, c'est un cliché, bon. En tout cas, c'est un cliché. On va lâcher à ton renard, on va poser la question. En immersion, 3e mi-temps. Je pense que c'est pas un cliché, mais bon. Après, il y a aussi, on va revenir à ça, alcool, impact sur la synthèse protéique. Donc, impact sur la synthèse protéique, qu'est-ce qui se passe? Tu prends moins de muscle ou tu récupères moins tout simplement, au niveau musculaire. Synthèse protéique, c'est ce qui se passe après un entraînement, tu as de la synthèse protéique pour les adaptations. Et ça, du coup, pendant cette fenêtre anabolique là, après l'entraînement, il faut aussi éviter l'alcool. oui. Enfin, par exemple, se mettre une grosse session de bodybuilding le vendredi soir. Ou même une grosse session tout court, si tu te mets ces grosses sessions, il vaut mieux mieux manger pour. Que ce soit du bodybuilding ou du cardio, tu vas avoir de la catabolyse protéique. Juste après, donc il faut recharger et refaire les stocks. Donc à choisir entre un shaker de malt whey et une bière, choisis le shaker. D'abord, mange ton truc, ta collation, récupère, et après tu bois ta bière avec les collègues si jamais t'as prévu de le faire. À l'époque, on pouvait sortir en boîte, on attendait 23h. T'avais le temps, voilà, t'avais le temps, mais Vous vous rappelez les boîtes, vous savez ce truc là où on allait, tu mettais de la musique, il y avait plein de monde dans la même pièce sans masque. Et moi, du coup, c'est toujours par rapport à la modération, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait quel mode de vie il faut adopter. Est-ce que c'est mieux de ne pas boire toute la semaine et mener un mode de vie sain toute la semaine et se la mettre à fond le week-end, se faire 2 grosses soirées, machin, et après refaire une semaine tranquille pour s'entraîner tranquillement? Alors moi, j'ai une méthode. Ou est-ce que c'est mieux de jouer un petit peu avec les deux et quand même faire des soirées, boire de l'alcool en semaine et voilà, et mener un rythme de vie moi, cool. j'ai une métaphore qui va vous plaire. Oula, c'est comme les pâtes et l'eau et chinois, je sais pas quoi. Attends, mais c'était magnifique ça. Faudrait que je la revoie. Autant on va la couper au montage. Bon. Donc, en gros, tu te fais chier à avoir une hygiène de vie saine toute la semaine, mais nickel le truc, tu vois. Tu dors bien tes 8 heures par semaine. Bon là, t'es chaud. 8 heures par nuit, pardon. Tu dors bien tes 8 heures par nuit, tu manges bien, tu pèses ce que tu manges, tout. Et tu t'arrives samedi soir, tu dis je vais me la mettre. Ouais. C'est comme si toute la journée, c'est comme si toute la semaine un maçon il venait creuser ta piscine et toi à ton soirée de samedi soir t'es pété, tu viens reboucher son travail. Et ben tout le travail que t'as fait la semaine, et ben ça a cet effet là en fait, tu viens reboucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis on va reprendre ton expression, se la mettre violent le week-end, tu prends au moins toute la semaine à t'en remettre correctement. Si tu prends vraiment violent, oui. Mais après, il y a des gens qui font abstinence de tout ça, de sortir, fumer, boire la semaine pour pouvoir s'entraîner. Donc, à mon avis, parce qu'il y a le travail et tout, et après le week-end, justement, qui profitent pour oui, lâcher. Ça dépend après de leur choix. Ça dépend de leur choix, mais après, tu peux très bien, tu rentres chez toi avec ta femme, tu bois une bière, tu bois un petit punch, tu bois ce que tu veux, ou un verre d'eau de grenadine, ce que tu veux quoi.
Et le week-end aussi, tu peux aller en soirée sans te la mettre violent, tu vois. Mm. Faut savoir se gérer aussi. Oui, je je pense. Après, si par exemple le fait de... Si la personne, elle s'entraîne sérieux et elle gère sa nutrition et tout, parce que vraiment elle aime ça, elle est motivée, et que le fait de pas sortir de pas sortir le week-end et de pas boire, ça la stresse dans le sens où ça lui fait faire vraiment un effort de pas le faire, eh ben... C'est qu'il est ça va- dépendant déjà. Non mais... Oui, mais... Si Non, ça mais- le stress de pas boire, c'est qu'il est dépendant. Non mais pas le stress de pas boire, mais ça le stress de pas profiter de sa soirée et de pas relâcher. Tu vois, si par exemple le fait de pas boire, il y pense trop, il dit oh faut que je fasse gaffe, faut que je fasse ci, ça vraiment ça le saoule un petit peu entre guillemets. Ça peut se comprendre. Hein. Si c'est un stress supplémentaire, ben vaut mieux qu'ils se prennent. Moi je pense, hein, vaut mieux qu'ils se prennent pas la tête, qu'ils se disent oh je bois 2-3 verres avec les potes et mais bien on en sûr. revient au psychologique. Ouais, bien sûr. L'aspect social, ouais, bien sûr. L'aspect social, c'est quelque chose d'important. De toute façon, un athlète, c'est biologique, psychologique et social. C'est-à-dire que si un athlète, il veut durer, même une personne qui veut juste avoir un beau corps ou perdre du poids, les résultats, c'est sur la durée. Et si pour durer, eh ben, de temps en temps, 2-3 fois dans le mois, elle sort avec ses potes et elle boit 4-5 verres, ben, vaut mieux qu'elle fasse ça que pas le faire et exploser et arrêter tout. Et faire un burn-out. Voilà, c'est mon avis. Mais bien sûr... Ou alors ne pas boire pendant 3 mois et t'arrives... Ouais, ou alors ne pas boire de l'hiver et l'été, se mettre Ken sur Ken. Ouais, ça n'a pas de sens, mais... je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, voilà. C'est ce que je voulais... Non, c'est bon, j'ai fini. Ok. Non, mais ça va. Du coup, il n'y a pas vraiment de réalité scientifique derrière ça. Parce qu'en Non. gros, si on boit toute la semaine, ça veut dire qu'on a aussi de l'alcool dans le système toute la semaine, comparé à quelqu'un qui boit que le week-end, Ça dépend. qui fait des extras que le week-end, Mais- du coup. Ça dépend de la quantité, tout Ça dépend de la Oui, quantité. C'est une bière par jour en 5 heures. Tu métabolises pas l'éthanol toute la semaine. Oui, oui, oui. C'est 0,25 grammes par heure Ok. dans le sang. Ouais. En gros, tu métabolises... Non, 0,15 grammes par heure. De toute façon, il y en a toujours dans le sang. Oui, il y en a toujours Il y un a tout toujours petit peu, mais 0,10, il y a si tu toujours bois de l'alcool... 0,10. Si tu bois de l'alcool, toutes les heures, tu métabolises 0,15 grammes. Oui, oui, oui. Mais il y en a toujours un peu dans le sang et c'est pour ça que... Mm. Voilà, au permis, tu sais, genre, t'as toujours la limite quand t'es en permis probatoire, c'est 0,20. Et ben, en gros, c'est 0,20, c'est parce que c'est ce que t'as Naturellement dans le corps, en fait. D'accord. Si t'en as plus, bah... C'est pour ça que tu peux vite monter à 1 gramme Ah si oui, tu te c'est chauffes en soirée. Ouais, c'est ça. Et du coup, Et par bah, rapport au cannabis, ce qu'on disait tout à l'heure, à la concentration, cannabis la veille ou le jour de l'entraînement, quels effets ça peut avoir du coup? c'est pas ouf. Alors, Ouais, c'est pas ouf, cannabis, mais oui, cannabis THC Ouais. Cannabis THC, l'effet psychotrope. Ouais. Bah, sur le niveau de la concentration. Bah, ce que je disais, le mood, que l'étude que j'avais dit tout à l'heure, ceux qui consommaient le THC, ils se réveillaient le matin, ils étaient vraiment Du dans coup, un... c'est dans la journée. S'ils fument le cannabis Ouais, dans la journée et entraînement le même jour. Non, parce que ça a un effet... bah déjà, c'est un effet psychotrope. Donc, ce que tu disais, Jules, au niveau de la concentration, l'effet sur... Après, moi, j'ai pas trouvé... Alors, pourquoi c'est un produit dopant? Alors, c'est déjà... Oui, parce que c'est... Enfin, faut le préciser, c'est un produit dopant. c'est sur la liste des produits dopants, et toutes les drogues qui sont illégales sont dans la liste des produits dopants. Mais moi, j'avais une théorie en plus, pourquoi c'est dans le produit dopant. Après, j'ai pas essayé cette théorie, hein, j'ai pas... Ouais, c'est une pensée que t'as eue. C'est une pensée que j'ai eue. Parce que, voilà, Ça réfléchit. ça réfléchit de temps en temps. En gros, il y a des effets psychotropes grâce au THC, au cannabis. Et moi, en pensant à l'entraînement, je me suis dit, ouais, mais c'est un produit dopant, effet psychotrope, il y a sur des personnes, je suis persuadé que ça peut avoir des bons effets au niveau des effets psychotropes et au niveau de la perception de douleur. Oui, Et ça inhiberait la douleur. ouais, genre arriver à pousser son corps dans l'effort encore plus élevé. Tu vois, par exemple, bah, tu peux le consommer sous forme d'huile ou de trucs comme ça. Le THC, c'est comme le CBD. Et Ouais, si peux tu arrives à le doser. doser et à bien l'utiliser, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est sur la liste des produits dopants. Me demandez pas pourquoi j'ai eu cette pensée. Oui, mais faut savoir aussi que toutes les drogues sont sur la liste des produits dopants, même si Oui. même l'héroïne qui en vrai c'est pas du tout dopant. Hein. À la limite on pourrait dire bon la cocaïne ça te speed, ça a un effet vraiment de coup de fouet, tu sens pas la douleur, etc. Mais l'héroïne c'est produit dopant parce que c'est illégal, donc c'est sur la liste des substances interdites parce que c'est illégal, pas parce que c'est dopant. Genre, Mais c'est comme le cannabis,
Genre si tu joues aux échecs, t'as besoin d'être concentré, tu fumes du THC. Ouais, ça stimule la créativité. Tu penses c'est pour ça c'est dopant? Attends, mais est-ce qu'ils font des tests antidopage aux compètes d'échecs? Bah ouais. Moi je pense. Ah ouais Bah, C'est vrai? ouais. Mais Ah ouais, ils peuvent prendre des drogues. Ouais, plein de drogues. y a des drogues Ouais, de- concentrées, Ouais, tout ça. genre au blackjack et tout, C'est au vrai. casino, bref. Non, c'est vrai. Du coup, c'était quoi la question, Théo? Non, c'est ça, cannabis jour de l'entraînement, Ah. la veille, Ouais, diminue après, les capacités mentales. ça a aussi un effet de baisse de l'anxiété et de. Physique. C'est un effet de baisse de l'anxiété sur le cortisol, je disais tout à l'heure. Ouais. Et quand tu fais un effort, tu as besoin de sécréter du cortisol. C'est-à-dire, si tu ne sécrètes pas assez de cortisol pendant tes efforts, tu n'es pas capable d'utiliser ton glycogène musculaire, sanguin, faire monter ton rythme cardiaque, vasodilater tes artères, etc. Donc tu as besoin de cortisol. Ok, ça va. Moi j'ai fait le tour de mes questions. Du coup, qu'est-ce qu'on peut, Ah, on peut, bah oui. on peut faire un résumé? Vas-y. Non, mais on avait dit qu'on faisait une partie sur le sexe Ah oui, c'est vrai. aussi. Ah oui. Oui. Parce qu'on connaît tous cette légende. Oui, On a tous joué au foot, au rugby, on a tous fait. Moi j'ai fait de l'aviron. dans les sports de combat aussi, c'était très répandu. Ouais. C'est- Bon, il y a le mythe de. C'était moi, c'était oh les jeunes, mettez pas. Allez pas voir une fille une semaine avant le match, sinon vous allez faire n'importe quoi. Ou avant la course d'aviron, tu vois, allez pas la voir, sinon ça. Vous allez être bidon, tu vois. Ouais. Bon, nous, 16 ans, complètement con, on n'y allait pas. C'est vrai que Pas par- dans les sports de combat aussi, c'est répandu cette idée que, genre, un mois avant le combat, Ouais. 2 mois, 3 mois, fallait pas avoir de rapport sexuel ou fallait pas avoir d'éjaculation. Mm. Et Mohamed Ali aussi, ce qu'il faisait, c'était que pendant 3 mois, il touchait pas sa femme. Ouais. Mais moi surtout j'avais entendu Tyson pendant des mois et des mois avant les combats ne touchait plus sa femme et après les combats là c'était Allez rattraper le temps Ouais. perdu. Moi, ce que j'ai trouvé en étude, c'est déjà le mythe de l'éjaculation baisserait les taux de testostérone, parce que c'est Ouais, pour ça qu'on dit il faut pas éjaculer, sinon ça fait baisser ta testo, c'est faux. Non, mais ça stimule. Bon, après, c'est pas 24 Ça- fois par jour. Ça mais- aide à réguler un certain nombre d'éjaculations par semaine, ça aide à réguler les taux au niveau endocrinien, au niveau de la testostérone. Bon, ça c'est pour les mecs. Pour les filles, j'ai trouvé aucune étude qui montrait que ça avait des effets délétères, en tout cas. Après, ça manque cruellement d'études hein, sur le sujet. On pourrait s'y mettre, hein, De quoi? à faire des études. Ouais. c'est pas Après, la ce qui- recherche, hein. Ce qui pourrait... Oh, c'est pas pour nous, les gars. Après, surtout, ce qui fait peur au coach, c'est l'univers qu'il y a autour du sexe. C'est-à-dire, si l'athlète, Ah ouais, niveau parce qu'il a des rapports psychologique, sexuels, il va se coucher tard, ou il va boire de l'alcool, ou il va sortir pour avoir ses relations sexuelles, la sphère qu'il y a autour Ouais. on va dire des relations sexuelles, parce que c'est pas, on est des êtres humains, on n'est pas juste des robots. Ouais. Ça, c'est ce qui fait plus peur au coach et qui pourrait avoir des effets délétères. Qui peut le déconcentrer complètement Ou qui selon peut le Bah, déconcentrer. nous, les à la- émotions et tout ça. À l'aviron, petite anecdote, on nous disait quand tu as une copine, c'est là où t'es le moins bon. Genre en gros, t'es plus dans ton entraînement, Ouais. t'es plus Ouais, dans tu tes penses à courses, elle. tu penses à elle. Bon, si tu penses à elle 24-24, Ah, mais c'est que. faut s'inquiéter un peu. Enfin bref, Ou elle pensait que j'étais. ouais, aussi, si tu vas gratter à sa porte, bon, faut qu'elle s'inquiète, tu vois. Ouais, donc, du coup en fait il n'y a pas vraiment de réalité. Oui. Non, derrière c'est- ça c'est plus un environnement. Mais après, C'est si ton environnement. tu penses plaisir solitaire, plaisir à deux, plaisir solitaire, c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus direct et enfin ton corps il est moins en mouvement quoi. Au niveau physio. Oui, ouais, tu brûles moins de calories. Oui. Voilà, non mais Après, ça sur les études, des études qui montraient qu'au niveau énergétique, ça brûlait pas tant de calories que ça. Oui. oui, mais Mais évidemment, quand même, oui. oui, il y a quand même un effort supplémentaire que Que quand t'es tout seul. quand t'es tout seul. Non mais faut Oui, il y a l'aspect comme ça aussi. psychosocial. Oui, Faut il y a l'aspect- faut réfléchir comme ça aussi. Non, c'est vrai. Il y a l'aspect, c'est comme on revient sur l'aspect biologique, psychologique et social, ben là, l'aspect psychosocial, il faut faire attention. Si l'athlète, il a une grosse compétition, qu'il a des relations sexuelles la veille, mais que c'est avec sa femme, chez lui, dans un cadre tranquille, c'est pas la même chose que si le mec, c'est un célibataire endurci qui fait la tournée des bars la veille, quoi. Et puis les seules études où il y a eu une différence, où il y a eu un effet des relations sexuelles, c'est lorsque c'était fait dans un intervalle de 2 heures avant l'effort. Ah, ok. C'est-à-dire dans un intervalle de 2 heures avant l'effort, il y avait moins de concentration, un effet cognitif important, délétère sur la concentration et sur l'envie, enfin l'agressivité et l'envie de se mettre dans un état...
dans un état d'inconfort, on va dire. D'accord. Que ce soit effort aérobie Ouais, ou parce force. que tu sécrètes dans l'endorphine aussi. C'est ça. Et toutes ces hormones. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Il y a une sécrétion d'endorphine qui fait que t'es en bien-être et que du coup t'as pas forcément envie de te mettre dans le mal en fait. Voilà. T'es bien là où t'es, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui peut se comprendre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'effet scientifique prouvé Y a- sur ça. Pour l'instant, il y a peu de littérature. Alors ça devait être, à mon avis, c'est juste parce que dans les mœurs avant les années 70, c'était difficile de faire des études sur le sexe. Déjà sur le sexe et le sport, donc c'est un domaine assez récent, un peu comme le cannabis. Mais je donc, pense qu'il n'y aura jamais vraiment d'études menées sur ça, tu vois. Il y en a un petit peu, mais avec Ouais, le temps, mais- ça sera peut-être plus étoffé. Moi j'ai des doutes sur Ouais. ça, tu vois. Je pense que. C'est vrai que c'est difficile à mettre en place quand même. Ouais, c'est ça surtout. Ouais. Trouver des groupes. Bah, déjà, il faut que tu demandes à quelqu'un. Il faut qu'ils respectent. Ouais. C'est ça, pas vraiment vérifié. Ouais. Ou alors t'es là, avec ton chrono. Pour voir la dépense calorique. Le mec, tu lui mets les électrodes partout sur Mais non, le mais torse, la Tu gauche lui mets la ceinture cardio pour voir si l'effet est physiologique ou pas. Non, du coup, pour faire un petit résumé surtout. Sinon, plus discret, il y a la montre. Oui, mais c'est Ouais. moins précis. Mais c'est- L'Apple Watch. Mais pour faire un petit résumé, cannabis, donc le THC, on a les effets psychotropes, ça a des effets positifs, mais bon, sur la performance, qu'on disait, si vous vous entraînez, si vous en prenez avant, ben, c'est pas top. Parce que, Même si vous êtes un artiste, n'en abusez pas. Ouais, aussi. Si vous voulez stimuler votre créativité, il faut que ce soit ponctuel. Ouais. Ensuite, le CBD, ben, on avait la solution sublinguinale ou par inhalation de vapeur, et que l'inhalation de vapeur, au final, tu avais des effets plus directs si tu voulais prendre avant d'aller dormir, etc. Ensuite, l'alcool, Jules, qu'est-ce qu'on avait dit? Synthèse protéique au niveau Ça avait du. des effets délétères sur la des synthèse effets- protéique. Synthèse protéique au niveau du sommeil. Au niveau, j'ai dit La quoi déshydratation. La déshydratation, Ouais. la hormone diurétique. Ok, et que si ça vous aidait à vous sentir bien et bien dans votre cercle social, que vous pouviez, mais de rester modéré, et pensez à vous hydrater aussi quand vous le faites. Ouais. Ensuite, le tabac. Qu'est-ce qu'on a dit? CO2 dans le sang, donc échange Ouais, gazeux sans réduit, voie respiratoire. dépôt de goudron Ouais. et perte de capacité à monter sur sa fréquence cardiaque maximale à cause de l'effet de la nicotine sur le système subendocrinien, pardon, adrénal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre sur le sexe? Il n'y avait pas vraiment de littérature, que ça avait des effets que si vous faisiez 2 heures avant l'effort parce que la sécrétion d'endorphine, et que c'était plus l'aspect social qui faisait peur au coach et qui était dangereux pour le sportif. En fait, on peut résumer l'ensemble en disant qu'il faut juste essayer de trouver un mode de vie qui est adapté pour les gens. Pour Plutôt que de forcer une vérité scientifique sur tout le monde, parce que si on parle de la science, en fait l'athlète il devrait rien faire à part dormir et s'entraîner. Oui. Donc au final il faut juste que chacun trouve un petit peu un équilibre. Moi c'est ça, prendre en perso. compte l'aspect psychologique et social, et que si pour vous sentir bien, vous Ouais, voulez c'est ça. profiter un petit peu de vos amis, boire un verre ou... non, je vais pas inciter les gens à prendre du THC sur YouTube, mais que si à sortir boire un verre, etc. ou autre pouvait vous aider à vous sentir bien, que fallait pas se stresser à propos de cela. Oui, bah en gros, pour résumer notre discussion, quand même, c'est on peut, mais dans une manière, Dans un cadre faut modéré. pas jamais dans l'excès, quoi. Mm. Faut pas aller dans l'excès. Après il faut toujours Tu peux, avoir tu- ses priorités aussi. Quoi. Ouais, mais non, Bien mais sûr. tu peux boire une bière, tu peux boire. Oui. Mais Allez, même sédentaire... tu peux boire en gros 5 bières dans ta semaine, en gros t'en bois 2 la semaine, 3 le week-end ou 3 ton samedi soir, tu vois. Bon bah qu'est-ce qui va. Enfin, Oui, il va se si- passer quelque chose, mais si ce le sera sujet, pas. si le sujet c'est un mec qui aime le crossfit, qui s'entraîne, qui fait des compètes pour rigoler, mais qui n'a pas forcément des objectifs... Aussi, faut voir un effet significatif. Tu bois 5 bières dans ta semaine, c'est un effet, mais est-ce que c'est significatif pour l'entraînement? Ouais. Bon, Oui, aussi ouais. écouter son corps, ouais. Oui. Voir vraiment s'il y a une différence. Parce qu'en science, on parle beaucoup aussi d'effets significatifs. Des fois, il y a des effets, mais c'est tellement pas assez élevé qu'ils ne le considèrent pas comme un effet. Tu vois. Donc, c'est faux par rapport à chacun. Ouais, bien Une sûr. petite fille, une petite meuf qui fait 40 kilos et un mec qui fait 100 kilos, il y en a une qui va boire 12 bières et l'autre 12, ça va pas avoir le même effet. Tu vois. Évidemment, bien sûr. Donc, c'est adapté à soi-même. Du coup, c'est Et personnel, ça, ouais. c'est personnel. Moi, je veux pas dire à mes athlètes, faut pas boire ça, faut pas.
Il faut pas boire tant de quantité, machin, c'est chacun comme il le souhaite. Gère de manière à ce qu'ils puissent. Par contre, s'ils viennent te dire j'ai trop bu ce week-end, je peux pas m'entraîner lundi, tu leur dis quoi? Ouais, il y a une sanction. Ah ben moi je leur explique que qu'ils se modèrent plus et qu'ils essaient. Ouais, Déjà leur donner. Après tes athlètes, c'est pas ton Non. gosse. Donc Mais déjà le premier conseil que je leur donnerais, c'est de quand ils sortent et qu'ils boivent pour une occasion, imaginons c'était leur anniversaire, qu'ils pensent à s'hydrater la prochaine fois. Ouais. Tu voilà. donnerais le conseil de toutes les mamans, un verre d'alcool, un verre d'eau. Mais bah oui, marche, oui, clairement, de bien s'hydrater Ouais. après la soirée, le lendemain de soirée, prendre des boissons avec de l'électrolytes, etc. Moi j'ai justement ma petite technique pour récupérer plus vite d'une gueule de bois, c'est boire de l'eau salée avec un tout petit peu de sucre. Tu Ouais, mélanges rajouter de les deux. l'électrolyte. Voilà. Ouais. Et puis au niveau cellulaire et échange extracellulaire, ça va. Et puis moi j'avais Avoir une un technique effet. aussi, c'était les pilules, les multivitamines, multiminéraux, en prendre pendant la soirée. Genre, Ça marche vraiment ça? Ça marche vraiment. C'est pas placebo? Ah non, non, pas du tout. Non, non, vraiment, parce que ça marche trop bien. En fait, ça te fait. Enfin, le lendemain, il y a vraiment les effets sont diminués. Quoi. Ouais. Bon, en même temps, c'est logique, Ouais. parce que tu donnes à ton corps plein de vitamines. Mais surtout, ouais, il y a plein de manières d'adapter, en fait, je pense, l'entraînement et la sortie. Et notamment, soit en diminuant la quantité d'alcool, soit en prenant des alcools différents. Pas boire des litres et des litres de bière et plutôt préférer des alcools forts, mais en petite Tu crois? quantité. Moi, je pense. Ok. Je pense qu'un verre de vodka, Red Bull, n'importe quoi, vaut mieux que 6 bières en soirée. Juste parce que la quantité est Ouais, différente. peut-être. Bah après, c'est sûr qu'il y a moins de calories aussi. Oui, voilà. Si c'est un souci pour l'athlète Voilà, de gérer il y a ses calories. plein de trucs à adapter comme ça. Après, tu disais les multivitamines, du coup ça revient à ce que je disais, le lendemain bien s'hydrater, mais aussi bien manger, avoir une journée de repas assez complet. Si vous faites une soirée, vous avez la gueule de bois et que vous ne levez pas jusqu'à 14h, du coup vous buvez pas, vous mangez pas, et que dans la journée, parce que vous avez la gueule de bois et la gerbe, vous mangez pas non plus. Et en fait, ça a un cercle vicieux et ça fait qu'augmenter votre effet de... Non, c'est clair. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Vous avez pas de trucs sur les solutions un peu ou comment adapter? Comment C'est adapter? vrai que c'est intéressant aussi pour les gens de dire comment concilier les deux quoi. Si on aime sortir, boire et tout ça, comment. Déjà, si vous aimez sortir, sortez la veille d'un jour où vous vous entraînez pas. Oui, Déjà, première chose. Ensuite, ce que je disais, bien s'hydrater en fin de soirée, à la fin de votre soirée ou le lendemain, dès le lendemain. Manger des repas complets. Bon, après, on n'est pas nutritionniste, mais manger des repas vraiment, genre le lendemain de votre sortie, faites en sorte d'avoir une alimentation comme un jour d'entraînement limite. Ouais. Ensuite, essayez de faire en sorte d'avoir le lendemain de votre sortie une nuit de sommeil complète. C'est important ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jules? Après la cigarette, je pense que le mieux c'est vraiment d'éviter si vous êtes sportif. Ouais. De toute façon, la cigarette c'est un truc qui condamne à rester bloqué dedans quoi. Ouais. Si En tu plus fumes, de soit ça, tu vas fumer plus, il y a une vraie de plus en plus, soit tu vas fumer toute ta vie à ce même niveau-là. Et puis bon, c'était stylé dans les années 60 quoi. Bah Marlboro, la pub c'était tu devenais un cowboy. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'était des cowboys sur la pub. Tu deviens un cowboy. Ah, mais c'était fou. Voilà. Moi j'ai pas de grand chose à ajouter, enfin c'est propre à C'est ce chacun. que j'ai dit. Ouais. Ouais, l'aspect social aussi. Ouais. Si vraiment vous avez besoin de vous socialiser le week-end et que vous devez sortir, si vous pouvez sortir sans boire ou juste en buvant une ou deux, ça va. Mais ça met dans le mood en général. Ouais, voilà. Après, ça désinhibe du coup. Il y en a, ils s'en servent comme processus de sociabilisation, donc ça désinhibe, ça leur permet de connaître plus de monde. Oui. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Après, il y a des sportifs connus qui assument le fait d'aimer la bière et de boire. Hein. Je sais qu'en CrossFit, Kyle Porter, il assume clairement sur les réseaux sociaux et tout qu'il aime la bière, qu'il visite l'Australie pour goûter toutes les bières d'Australie. Il fait même des posts sur les bières, il y a des marques de bière qu'il sponsorise. Il y a des athlètes, dans chaque sport, il y a des athlètes qui assument un petit peu, on va dire, qu'ils aiment les choses considérées comme pas bonnes pour des sportifs. Après, je pense... Ouais, mais l'objectif de ce podcast, c'est pas dire que c'est pas bon. Oui, c'est pas de diaboliser, c'est de casser les mythes. Non, on peut pas dire que c'est... On peut pas dire que c'est bon, on peut pas dire que c'est pas bon. Oui, bien sûr. C'est comme, tu peux dire, je sais pas, manger des bonbons. En soi, c'est pas bon. Si tu manges un paquet, mais t'en manges 3, quel effet ça va avoir aussi, tu vois. Mais faut pas avoir une vision dualiste, ce que tu dis. Ouais.
Non, puis, moi, ce que je faisais quand je faisais de la muscu à fond, c'est que je gardais la règle des 80% et 20%. 80% alimentation stricte, réglée et tout ça, et 20% d'excès, ce qui fait à peu près 3-4 repas par semaine. 3-4 repas par semaine, tu peux te permettre de dévier un peu. Il ne faut pas que ça devienne 6 repas par semaine bien tout sûr. le week-end. Parce qu'en fait, après, ça veut dire qu'un repas sur 4, du coup, il est ruiné. Et si ta semaine, tu te tiens par exemple à 2800 calories par jour et que le week-end, tu fais 3500, du coup, ta moyenne sur toute la semaine, elle est décalée. Oui, bien et sûr. en fait, les efforts que tu as fait dans la semaine, ils servent à rien par rapport à ce que tu as. Bien sûr. fait Alors que pendant si le tu week-end. fais un excès par jour, Voilà, un excès de temps tu en finis temps, sur du 40%. c'est ça. Si tu fais un excès par jour, on va dire juste dans un repas par jour, si tu calcules un nombre de repas et un nombre de calories, ça va Ouais. faire du 40-60. Ça augmente énormément ta moyenne. Et du coup, il vaut mieux être sur du 80-20% que d'essayer de faire du 100% pendant 2 c'est ça, semaines c'est ça. et tomber dans le 50-50 le reste ou du 100% de l'autre le Ouais, et reste. puis tomber dans des cycles aussi, comme tu disais tout à l'heure, où les lendemains de soirée, bah, tu vas au McDo, Ouais. où tu te fais un truc dégueulasse, après tu te couches, t'es fatigué. Parce que ça, en fait, c'est le pire truc. Hein. C'est comme à la fin des compétitions, se faire des gros McDo ou des gros KFC. C'est le pire parce que c'est là où ton corps il a le plus besoin de récupérer. Ouais, mais après, t'as l'effet psychologique Ouais, de mais au relâchement final, aussi. tu sais que du coup, t'as niqué un jour de récup en plus. Quoi. Ouais. Parce que tu t'ingères la pire nourriture. T'ingères la pire nourriture au moment où t'as le plus besoin de bon apport. Quoi. Après, ouais, j'ai déjà fait le cheat meal juste après la compète. Ouais, mais en fait, Mais c'était vraiment psychologique. Quoi. Ouais. C'était vraiment. Mais après, ouais, c'est comme tu disais, Jules, c'était exactement ce que tu disais. Faut pas avoir une vision dualiste. Faut essayer de voir. Voilà, il y a. C'est un truc que j'ai du mal à faire, moi. Faut pas voir soit tout blanc, soit tout noir. Là, faut essayer que ce soit grisonnant. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est un truc un peu Et, comme ça. et comme disait Théo, se fixer un cadre, 80%, Oui. 20%. Voilà, se Il dire. polarise l'entraînement, lui. Ouais, non, mais tu t'es dit, voilà, samedi, la journée de samedi, ben, je vais manger midi, soir avec mes potes en mode on va sortir manger dehors. Bon, maintenant, c'est. Vous vous souvenez, les restos, ces trucs où t'allais manger Je vais manger dehors et tac, le dimanche matin, je reprends propre, je bois bien de l'eau, je machin, un truc. Je pense qu'on peut conclure Ouais. sur ça. Faites attention à vous. Non. Buvez, mais pas trop. Essayez de trouver le cadre qui vous aide le Ouais. plus à atteindre vos objectifs. Pas se mettre L'équilibre. faut pas se mettre trop de pression en Ouais, se disant la c'est manière ça. parfaite de faire c'est ça, donc je vais Exactement. tendre vers ça. Quoi. Voilà. Bon, je pense que même Matt Fraser ne le montre pas. Moi aussi, il l'a montré. Ben, il a commencé au début, il mangeait mal. Après une année.